Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Donc, on va voir la transformation digitale dans le domaine de la santé. Beaucoup vont parler de santé numérique, de patients connectés, de transformation digitale dans les hôpitaux. On va essayer de redéfinir ces concepts-là, essayer de replacer ces termes qui sont utilisés, mais surtout vous faire profiter de l'évolution et des mutations du numérique. En tant que personne ayant accès aux services de santé, mais aussi en tant que manager d'institutions de santé, en tant que futur médecin, pharmacien, personnel du monde de la santé. Donc, on va parler de transformation digitale, comment ces nouvelles mutations liées au numérique vont impacter les façons de faire dans le domaine de la santé et vont modifier les rapports entre personnel de la santé et du médical et, d'une manière générale, les populations. Parce qu'après tout ce qu'on va dire, on va chercher à améliorer les expériences patients, on va chercher à optimiser le management des institutions de santé, mettre les médecins et les professionnels plus à l'aise pour avoir un certain nombre d'acquis, de progrès dans l'épanouissement, qu'ils puissent aimer ce qu'ils veulent faire, puissent avoir beaucoup plus d'outils. Donc, je suis Aboubakar Sadikh Ndiaye, consultant et coach en transformation digitale, donc essayiste, chroniqueur, on va y revenir avec mes publications, donc formateur en communication en digital marketing. Ça, c'est un de mes ouvrages, Langage de la transformation digitale. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un dictionnaire des termes du numérique qui rassemble des termes qui sont utilisés dans le domaine du numérique et qui sont maintenant à la portée de tout le monde grâce à cet ouvrage-là. Il est disponible sur mon site web, langagedigital.sn. Donc, en sommaire, on va un peu revenir sur ces problématiques-là, en faisant une introduction globale, parler du concept, du contexte plutôt, revenir sur la question de la transformation digitale, parler un peu des mutations et des notions de e-santé, revenir aussi sur les questions des applications qui sont utilisées dans ce domaine-là et d'une manière générale, décrypter cet écosystème et en terminant, on va essayer de donner un cas d'usage pour permettre aux gens, surtout aux étudiants, de penser une solution de santé qu'on peut déployer avec un outil numérique qui permettra peut-être de résoudre un problème.
On fait un coucou, levez la main, on fait un coucou aux personnes qui nous suivent en ligne, levez la main un peu, pour leur dire qu'elles sont avec nous et qu'elles peuvent aussi nous interrompre à tout moment pour poser des questions ou pour améliorer notre session. Déjà, avant d'avancer, est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main, faire une prise de parole, contribuer, poser une question par rapport à ces attentes, par rapport à vos différents besoins sur cette thématique-là? J'ai un peu suivi la première session, il y a des étudiants, il y a un collègue, il y a un spécialiste en intelligence artificielle, c'est ça, qui est un peu du domaine, qui pourra peut-être partager son expérience sur, par exemple, l'usage de l'IA dans le domaine de la santé, qui est aujourd'hui une technologie de rupture qui est présente sur toutes les langues. On parle d'intelligence artificielle partout. Il pourra peut-être, à travers une prise de parole, nous initier un peu sur ces problématiques-là. Donc, on va commencer par les médias sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un média social? Est-ce qu'il y en a qui utilisent ici les médias sociaux? Oui. Me diriez-vous, chacun de vous a un téléphone ou plus d'un téléphone, et la plupart sont dans les réseaux mobiles pour faire des conversations toute la journée, envoyer de l'information, communiquer, recevoir de l'information. Ils les utilisent comme outils de travail. Aujourd'hui, on peut bien utiliser ces outils de travail-là. Un petit bug, hein? Ça, c'est des choses qui arrivent au niveau de la régie. On va stabiliser quelques éléments techniques là pour... Voici un peu ce qu'on appelle les médias sociaux. Les médias sociaux regroupent les médias sociaux d'une manière globale sur le plan journalistique et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux auxquels vous vous connectez et qui demandent une appartenance. Donc, vous mettez un mot de passe, vous avez un identifiant. Il y a ce qu'on appelle les médias sociaux, qui sont des médias que vous pouvez consulter sans avoir à vous connecter, comme YouTube. Facebook est un média social ou un réseau social? Pourquoi c'est un réseau social? Vous avez la main? Oui? Est-ce que vous l'entendez? Facebook est un réseau social parce qu'on a besoin de s'identifier et de tisser des liens dans la plateforme. C'est un réseau social parce que Facebook est un réseau social parce qu'on a besoin de s'identifier et de tisser des liens à l'intérieur de la plateforme, d'où la notion de réseau social. D'accord. Donc, quand vous êtes dans un réseau social, vous appartenez à une communauté. Absolument. Donc, vous avez un identifiant, un mot de passe qui vous protège et l'information reste dans le réseau. Quand c'est un média, c'est comme YouTube, un média social, et vous venez, vous tapez www.youtube.com, vous vous connectez et vous avez accès à l'information. Je patiente un peu là parce qu'il y a un problème technique qu'on veut stabiliser. C'est pourquoi je pose des
je pose des questions. Donc, on va continuer, on va essayer de s'adapter. Hein? Donc, on va parler un peu d'économie numérique. On va parler un peu d'économie numérique, on va parler d'économie dans le domaine du digital. Donc, l'économie numérique est en plein essor et la COVID-19 a accéléré ce qu'on appelle la transformation digitale. Pendant la COVID-19, on a fermé les écoles, on a fermé des boutiques, il y a eu peut-être des services de santé qui ont été fermés où l'accès a été restreint. Et les gens ont dû passer par Internet pour pouvoir continuer les activités. Donc, quand le monde s'est arrêté, entre guillemets, Internet ou le digital était devenu un pont qui permettait aux personnes de pouvoir continuer leurs activités. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui était utilisé comme outil pour vérifier pendant la pandémie, comme les passes sanitaires, etc., était fait grâce à Internet. Les frontières étaient fermées, tout était fermé. Donc, plusieurs pays, dans énormément de secteurs d'activité, comme la pêche, l'éducation, la santé, ont misé sur le digital aujourd'hui pour essayer d'avoir une certaine prospérité pour garantir la continuité. Donc, l'économie numérique, d'une manière générale, regroupe différents champs et différentes activités qui utilisent les technologies numériques ou qui se basent sur ces technologies numériques. Donc, en quoi la santé le digital a changé les choses? En quoi le digital, par exemple dans le domaine de la santé, a changé les rapports entre le patient, par exemple, et le spécialiste de la santé? Parce que tout simplement, aujourd'hui, grâce au digital, on utilise plusieurs technologies. On parle des NFT, on parle de la reconnaissance faciale, on parle des sciences cognitives, on parle de la blockchain, de l'intelligence artificielle, qui sont aujourd'hui des technologies qui ont influencé les rapports entre les individus, qui ont changé la façon de faire. J'ai envie de poser une question à mon ami. C'est quoi votre nom? Vous pouvez lui donner le micro. C'est Abdelawi Saïd. Pour moi, c'est un privilège. Est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport à l'intelligence artificielle pour que je puisse continuer sur l'exemple? Vous parlez ce que je fais actuellement en intelligence artificielle. Alors, normalement, on travaille sur plusieurs domaines. Oui. C'est de l'intelligence artificielle. Alors, récemment, on travaille sur la santé. Alors, on essaie de révolutionner la santé. Alors, par exemple, ce que vous avez fait, par exemple, la reconnaissance faciale, on peut l'utiliser dans, par exemple, une application pour le suivi des patients, par exemple. Alors, on peut faire de la reconnaissance faciale pour une application, pour accéder à une application sans s'identifier. Alors, c'est le cas, par exemple, des gens qui ne savent ni lire ni écrire, des analphabètes, par exemple, ou juste pour gagner du temps, par exemple. Okay. Alors, on peut utiliser aussi de l'intelligence artificielle pour une décision chirurgicale, une décision en médecine en général, en se basant soit sur des traitements d'images,
Alors, quand on parle de traitement d'image en santé, on parle de clichés, des IRM, un truc de genre. Alors, comme entrée, c'est une image, mais comme sortie, c'est une décision, soit pour dire, dans ce cliché, il existe une maladie à un tel stade. Alors, même on peut proposer en intelligence artificielle une solution, ça veut dire la remède pour une telle maladie. Par rapport à la question que j'avais posée tout à l'heure, j'avais dit en quoi le digital changerait-il la donne? Par rapport à l'exemple qu'il a donné, est-ce qu'en une phrase, vous pouvez nous dire qu'est-ce que le digital nous a permis de gagner en une phrase, avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure? On peut dire, par exemple, pour le patient ou pour le médecin. Alors, réduction de temps, réduction de temps, de l'effort, optimisation de la décision, aussi décision. Réduction de l'effort et peut-être gain financier. Oui, le coût. Gain financier. Donc, c'est un exemple de la transformation digitale dans le domaine de la santé. Oui. Et on aurait pu, j'aurais pu continuer l'échange avec lui. Il a parlé d'intelligence artificielle. On aurait pu continuer en parlant de machine learning. Comment vous pouvez entraîner des algorithmes pour que ces algorithmes-là puissent arriver à travers l'apprentissage, d'accord, ou un apprentissage profond, deep learning, et aider le spécialiste de la santé dans l'optimisation de sa décision ou dans le gain de temps. Et plusieurs spécialistes, je vous remercie pour votre pertinente intervention, et plusieurs autres spécialités, au-delà de l'intelligence artificielle, peuvent être mobilisées pour voir aujourd'hui et mesurer comment la technologie peut impacter dans le domaine de la santé pour permettre une création de valeur. Là, on ne parle pas d'innovation pour innover. Là, on ne parle pas d'utilisation de la technologie parce que les autres l'utilisent. On ne dit pas aller vers la technologie parce que les autres sont dans la technologie. On dit aller dans la technologie voilà, on dit aller dans la technologie pour créer de la valeur ajoutée pour le patient, de la valeur ajoutée pour le personnel médical, de la valeur ajoutée pour le manager de l'institution de santé et de la valeur ajoutée d'une manière générale dans le cadre, par exemple, de la recherche en épidémiologie, etc., comme pour la COVID-19, etc. Donc, autant de technologies qui sont des technologies actuelles, mais qui sont utilisées ou des pratiques qui peuvent être partagées par les spécialistes dans le domaine. Donc, c'est quoi la transformation digitale? On en arrive, on a donné un exemple de transformation digitale avec l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est quoi la transformation digitale? Quelqu'un peut nous aider? Quand vous entendez parler de transformation digitale, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Oui? C'est notre expert? Numérisation? Oui? Transformation digitale? Dématérialisation? Numérisation? Quoi d'autre? Je veux des volontaires? Transformation digitale? Ubérisation? Bref, un peu de tout. Mais quand on parle de transformation digitale, pour des spécialistes de la santé, pour des managers du secteur de la santé, pour des spécialistes de la technologie qui veulent travailler dans le domaine de la santé, il y a 4 éléments qui ressortent pour dire qu'on est dans un environnement de transformation digitale. Le premier élément, c'est l'omniprésence des technologies de rupture ou des nouvelles technologies.
IA, blockchain, machine learning, objets connectés, etc. La deuxième chose, c'est la présence des GAFAM, les réseaux sociaux et les plateformes que nous utilisons. La troisième, c'est les startups innovantes. Et la quatrième, ce qu'on appelle le client connecté ou le patient connecté ou augmenté. Tout dépendra de ce qu'on voudra dire. Mais à chaque fois qu'on est en présence de ces quatre choses-là, on est dans un environnement de transformation digitale. Je vais y aller rapidement. Les GAFAM, c'est quoi les GAFAM? Vous les utilisez tous les jours. J'ai envie de vous poser la question. Les GAFAM. Vous êtes un utilisateur des GAFAM. Vous avez vu sa réaction? Vous êtes aussi un utilisateur des GAFAM. Je vous reconnais. C'est Google, Facebook, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Vous utilisez WhatsApp? Vous utilisez WhatsApp? Vous utilisez Instagram? Les jeunes utilisent ces deux plateformes dont le propriétaire est Facebook. Et au-delà des plateformes de réseaux sociaux, c'est des multinationales qui sont dans plusieurs domaines. On ne parle que des réseaux sociaux. Donc, l'omniprésence des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft et Apple nous montrent qu'on est dans un environnement différent de celui dans lequel on était il y a quelques années. Ensuite, on va parler de technologie. Il a parlé d'IA. L'IA n'est pas une chose récente, hein? L'IA n'est pas tout nouveau. Mais c'est récemment qu'on parle d'IA à cause des progrès que l'IA a permis de faire. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des algorithmes, on peut avoir ce qu'on appelle la machine learning, c'est une composante, on peut faire de l'apprentissage profond, parle sous le contrôle du spécialiste. Et aujourd'hui, leur impact n'est plus à démontrer dans le domaine de la santé ou de l'économie. Donc, ensuite, on parle de start-up innovantes. Pour les gens qui sont dans le domaine de la santé pure, médecins, infirmiers, pharmaciens ou étudiants, vous connaissez au moins une jeune entreprise qui propose une solution de santé digitale ou de e-santé. Au moins. Et qui n'existait peut-être pas il y a 10 ans. Où sont les étudiants? Levez la main. Une solution de e-santé développée par une petite start-up, exemple, et qui permet de faire quoi? Donc, SOS don du sang. SOS don du sang. Qui permet de faire quoi? C'est une sorte de plateforme web couplée à une application mobile, voilà, qui permet de mettre en contact les donneurs et les receveurs. En un mot, ça facilite le don du sang. Et pour le monsieur qui est spécialiste et qui travaille dans une association pour les dons du sang, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter, cette start-up? Cette start-up, comme je vous le disais tantôt, ça permet de faciliter le don du sang. Il n'y a plus en fait, l'objectif même, c'est de pallier à une rupture du sang. En fait, parce que nous savons que quand un patient vient à l'hôpital, par exemple, un AVP, un accidenté grave, et qu'il a un besoin urgent de sang, en général, ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est il y a rupture de sang. Le sang n'est pas... J'ai envie que vous lui posiez la question. Est-ce qu'eux, ils ont des problèmes de mobilisation, par exemple, de personnes, quand il y a un besoin pressant, ou dans le cadre de la collecte globale, pour savoir est-ce qu'une telle start-up peut être utile à cette association?
Je veux qu'on règle, qu'on aille sur le postulat. Oui. 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 Très utile, c'est important dans le milieu où nous sommes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans nos pays africains, je parle du Sénégal en particulier, les populations ne sont pas bien informées sur le don de sang. Il y a des facteurs bloquants, donc, dont le manque d'information. Il y a des messages qui sont véhiculés contre le don de sang. Et des fois, l'endroit où vous habitez, il peut y avoir un don de sang sans que vous le cherchiez. Donc, avec cet outil, je sais que Madame le ministre avait signé en son temps avec la Sonatel pour l'utilisation des SMS, pour quand l'équipe de la transfusion se déplace, qu'on puisse informer la clientèle de la Sonatel du milieu pour leur dire qu'il y a un don de sang à côté de vous. Ça, c'est important. Souvent, les gens ne savent pas, surtout dans des endroits où il n'y a pas de banque de sang. Par exemple, vous allez à Pékin, Pékin n'a pas de banque de sang. Aujourd'hui, si avec ce moyen-là, on arrive à informer les populations de ces localités, ils ne vont pas avoir le besoin de se déplacer pour aller jusqu'au centre de transfusion sanguine. Et il y en a même des gens qui ont cette envie d'aller donner, mais des facteurs économiques. Par exemple, pour venir au synthèse, quitter Pékin, il y a un minimum de 1000 francs qu'il faut dépenser, alors que la dépense journalière n'est pas assurée. Ça pose. Donc, c'est très utile. Et moi, je dis, je salue. Si je suis venu, c'est parce que je dis que voilà, un outil, il faut vraiment qu'on l'exploite. Et nous sommes avec des jeunes, je leur parle de ça, travailler pour qu'on puisse quand même avoir des outils qui permettent de mieux sensibiliser, de mieux communiquer avec les populations pour augmenter cette population de donneurs de sang. Effectivement, le sang manque quelque part, des fois, ça arrive, mais pour pouvoir faire face à cela, je pense bien que l'outil informatique pourrait être utile. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cet exemple. Je voulais juste voir comment la distribution par le numérique peut aider à résoudre des problèmes concrètement. Et c'est le but de cette session. On veut juste vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez faire cette prise de conscience-là. Et savoir que le digital, au-delà du ludique, comme on l'utilise, peut être un outil d'information, de communication avec les donneurs ou les futurs donneurs, un outil de recrutement de futurs donneurs et un outil de sensibilisation ou de collecte, de fidélisation, j'en passe. D'accord? Quelqu'un d'autre voulait intervenir? Les étudiants pour les applications? Oui? Après, on prend un internaute. Bonjour à tous. J'aimerais surtout intervenir par rapport à la pharmacie, parce que nous utilisons souvent c'est déjà impliqué dans le domaine de la pharmacie avec des logiciels qui sont surtout commerciaux, qui aident à plus ou moins débarrasser le pharmacien de ces tâches qui sont assez pénibles et qui l'éloignent un peu de son rôle réel de santé publique. Mais maintenant, je pense que nous tendons plus vers des logiciels qui nous permettraient de pouvoir suivre de plus en plus le patient, en fait. C'est-à-dire que nous sommes souvent en stage à l'officine, nous sommes souvent confrontés à un problème. Le patient, il peut être suivi par un spécialiste, un cardiologue par exemple, et il est sous entraînement chronique. Et s'il a un traumatisme ou bien une autre maladie, il part chez un généraliste qui n'a pas pris en compte son traitement chronique. Le patient ne peut ne pas lui dire, et il peut lui prescrire un médicament qui est en contradiction avec le médicament. C'est-à-dire qu'on aura une interaction médicamenteuse qui peut être néfaste même parfois. Et à la fin, si on n'a pas un logiciel de suivi du patient qui est permanent, qui permet de savoir dès qu'on entre son nom, de pouvoir connaître tous les traitements chroniques qu'il a pris et à quelle dose il les a pris, on ne pourra pas définir tel médicament peut être en interaction avec l'autre. Et de plus en plus, on tend vers ces genres de logiciels-là. J'ai assisté à des sessions où des gens commençaient à présenter des logiciels qui permettraient, dès que le patient vient, on l'enregistre, on voit sous quel médicament il est, sous quel traitement chronique il est. Avec une nouvelle ordonnance, avec un nouveau médicament, on pourra voir si le médicament est en interaction avec l'autre. Si tel est le cas, on prévient son médecin traitant. Si ce n'est pas le cas, on pourra lui dispenser. Parce qu'on se rendait compte de plus en plus
ça crée un réel problème. Il n'y avait pas de contact entre les différents. L'historique de... Oui. Oui, j'ai envie de poser une question à mon ami, encore une fois. Est-ce que dans ce cas, avec l'historique du patient en termes de médicaments, est-ce qu'on peut entraîner une machine qui, à terme, peut elle-même proposer, en termes de médicaments, ce qu'il faut prendre par rapport à l'historique du patient, en termes d'IA? Oui, tout est possible avec l'IA. Alors, le seul problème avec l'IA, on doit avoir beaucoup de données. Beaucoup de données. Pour avoir de la bon apprentissage et de la bonne décision à la fin. Oui. Oui. Ben, si vous continuez comme ça, les pharmaciens vont avoir peur parce qu'ils vont penser que des IA vont prendre leur place dans le futur. C'est pour blaguer. Oui, allez-y. Oui. Bonjour. En tout cas, je suis venue en retard, je vais me présenter. Oui. Donc, je suis le docteur Ndeye Fatou Ngom et je travaille à l'UNICEF, bureau Sénégal. Juste par rapport à ce que vous avez demandé, on a appuyé le ministère de la Santé dans le cadre d'un projet. Le projet s'appelle TIMSI et il aidait un peu, en tout cas les infirmiers, avec l'utilisation d'un oxymètre de pouls avec le digital. Donc, les infirmiers avaient des tablettes. Donc, avec cet outil-là, ils pouvaient, in fine, en tout cas, dresser le diagnostic, faire le diagnostic différentiel et puis proposer un schéma thérapeutique par rapport à l'utilisation des antibiotiques. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, le numérique est en train de révolutionner, comme vous l'avez si bien dit, en tout cas, la pratique de nos médecins. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Ngom. Merci. Et ça a été très, très utile. On va continuer et prendre quelques intervenants en ligne. Muntaga? Je pense qu'il y a Khadija Touba qui veut prendre la parole. Oui. Khadija Touba, tu es avec nous? Ou bien on prendra Mohamedou Bobo Diallo. Mohamedou? Ou Moukenge Mbaye. Voilà. Ce sont les trois qui voulaient intervenir. Je pense que Moukenge. Bonjour. Oui. Mohamedou Bobo Diallo. On vous écoute? Bon, c'est la connexion qui est un peu mauvaise, mais c'est tout à l'heure au niveau du GAFAM que je voulais intervenir quand vous avez posé la question. Oui. Bon, vous aviez posé la question à savoir c'était quoi le GAFAM. Je voulais y répondre, mais bon. Ça va, quoi. C'est quoi? Posez votre question. On vous écoute? Non, je ne voulais pas poser de question. Je voulais répondre à la question. OK. Vous voulez répondre? Allez-y, ce sera une contribution. Bon, il avait demandé la question à savoir c'est quoi GAFAM. Je voulais répondre à la question, mais c'est déjà répondu. Merci, c'est très gentil. On a une autre question? Bon, je pense que c'est juste des contributions pour venir appuyer ce que vous avez dit par rapport à Facebook. Abdou Aziz Ndiaye nous dit que Facebook est un réseau social parce que nécessite s'identifier et d'avoir un mot de passe pour y accéder. Donc, ça confirme ce que vous venez de dire. Nyamesa Raphaël dit, à mon avis, cette start-up facilitera le don de sang, notamment parce qu'il y a déjà un réseau de donneurs présents. On pourra donc gagner du temps. Donc, ça vient appuyer les contributions qui ont été dites. Je pense qu'il y a une dernière, Adama Djigo. Elle dit que bonjour, je suis Djigo Adama, étudiante en dernière année de pharmacie au Burkina Faso. Il y a une application d'Alliance Pharma qui est récente et qui a été développée par des jeunes pharmaciens du Burkina Faso. L'application a plusieurs fonctionnalités telles que permettre de réduire le fait que le patient doit faire plusieurs pharmacies ou de trouver son produit, notifier la mobilité des équivalences. Donc, ça vient appuyer les innovations qui sont en train d'être mises en place par les jeunes. Super. Donc, ça veut dire que dans le domaine de la
santé, de la médecine d'une manière générale, de la pharmacie, des start-upers, des experts et des spécialistes sont en train de voir comment prendre en charge ces besoins-là et de voir comment apporter des réponses à ces besoins en utilisant la technologie. Donc, dans le domaine de la pharmacie, etc., le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle le client connecté. Ça, c'est dans le cadre de l'usage global, mais de manière spécifique, on peut parler du patient connecté. Le patient connecté peut être la personne qui est malade ou qui prend une solution médicale ou un traitement et qui va sur Internet pour trouver une solution ou pour trouver un médecin ou une pharmacie, etc. Donc, le patient connecté, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou qui utilise des plateformes en ligne par rapport à un besoin dans le domaine de la santé. Et ce patient-là, il doit être traité de la même façon qu'on traite un client par rapport à un business. Dans le cadre du business, on dit que le client est roi. Dans le cadre de la santé, on dira que le patient est roi. On reviendra sur deux éléments. Un, la compréhension du parcours patient. Quelles sont les difficultés, les différentes étapes que le patient doit parcourir pour arriver à sa solution ou pour interagir avec des portails de santé, en ligne ou physique, et comment vous, spécialistes, vous vous débrouillez pour permettre à ce patient-là de bénéficier d'une meilleure expérience en termes de santé. Donc, ce qu'on a dit avec l'application sur les dons de sang crée une rupture, à l'origine d'une rupture par rapport à une façon de faire qui était plutôt traditionnelle. Donc, la distribution digitale provoque des ruptures d'échelle. Souvent, pour la prise de rendez-vous, c'est difficile, il faut se déplacer. Après, il faut aller au niveau du secrétariat, demander rendez-vous, etc. Aujourd'hui, ça peut se faire en ligne, ça peut se faire par une assistante qui n'est même pas sur place. Tu as une assistante qui est en France, toi qui es aux États-Unis, le patient est au Sénégal, exemple, et tout ça c'est possible. Donc, il y a une rupture dans la façon de faire. Ces questions-là ont été gérées par des associations. Aujourd'hui, des jeunes étudiants avec des applications peuvent aujourd'hui gérer ces questions-là. Donc, il y a des ruptures dans les façons de faire. Il y a aussi des ruptures dans le business model. Parce que le business model, c'est comment on crée de la valeur, comment les étapes sont faites et comment les chaînes de valeur avec les différentes étapes sont constituées. Et même comment le client ou le patient peut payer ses soins ou peut se faire livrer un médicament ou comment faire intervenir un professeur via un portail par vidéoconférence pour une opération où il aide des médecins sur place qui n'ont pas cette spécialité. Donc, changement de modèle, business model, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants dans les écoles de commerce, de management et d'ingénieurs qui aujourd'hui s'attachent au thème de la santé. Ce qui n'était pas le cas. Avant, les thématiques de la santé, c'était pour les médecins et les pharmaciens. Aujourd'hui, un étudiant en 4e, 5e année de médecine, d'ingénieur, peut participer à un concours de start-up où la thématique, c'est la santé, l'inclusion, etc. et apporter des solutions. Et si ces start-up-là commencent à avoir de la force, faire des chiffres d'affaires, il y a le nouveau rapport de force qui naît. Parce que c'est de nouveaux acteurs pour ces nouvelles chaînes de valeur. On va revenir dessus, c'est pas mauvais. Donc, on va revenir sur quelques notions aussi. Télémédecine, e-santé, santé 4.0, patients connectés, patients augmentés, on en parle tout le temps. On se réfère un peu aux dispositions, au texte de l'OMS, qui dit que e-santé ou télésanté. E-santé ou télésanté, il dit que cela correspond à une délivrance d'informations par des services à visée commerciale. Donc, quand on parle de e-santé, cela correspond à une délivrance d'informations par des services
à visée commerciale. Et que quand on parle de télémédecine, c'est différent. C'est une pratique médicale pure, une pratique traditionnelle. Alors, un médecin qui est aux États-Unis, qui a une spécialité dont on ne dispose pas, et qu'on fait intervenir à travers des outils de la technologie. Parce qu'à Kédougou, on n'a pas telle spécialité ou telle autre. On fait intervenir, par le biais de la télésanté, un médecin ou un spécialiste. Par contre, quand on parle de e-santé ou de santé 4.0, c'est plus les aspects qui sont liés à l'information et toutes ces données-là dont tu as parlé dans le domaine médical. Donc, on peut parler de santé 4.0, c'est le numérique et toutes les technologies de rupture, IA, blockchain, etc., qui révolutionnent d'une manière générale, je vais même dire l'industrie de la médecine. Parce que la médecine, c'est une industrie où on n'a pas que les médecins et les pharmaciens, on a des techniciens, on a des radiologues, etc. Je vois même aux États-Unis où il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans les hôpitaux, dans les services de santé, en attendant des bénéfices. Parce que la santé aussi, c'est, quand on investit quelque part, c'est aussi pour faire des revenus. Donc, après de la transformation digitale sous l'angle de la santé, décrypter le nouvel outil environnement numérique de la santé, on va essayer d'imaginer ça un peu. J'ai besoin que vous me lanciez la vidéo. C'est un lien. Hein? Politique universitaire Saint-Luc 2025 symbolise l'année du grand saut dans le futur et de la réintégration dans la ville. Imaginons ce que sera le parcours du patient dans notre hôpital de demain. Le trajet du patient commence chez lui, où il prend rendez-vous par Internet avec un de nos médecins. Le patient reçoit un message de confirmation lui permettant de tracer son rendez-vous. Il est informé en temps réel d'éventuels retards en consultation ou des conditions de trafic vers l'hôpital. Les patients à mobilité réduite pourront même réserver une place adaptée dans le parking. À son arrivée dans le nouvel hôpital, le patient insère son identifiant dans l'une des bornes interactives qui garantissent l'identito-vigilance du patient. Le patient est alors guidé vers son rendez-vous via le meilleur trajet tenant compte de son éventuelle mobilité réduite. Arrivé en consultation, le médecin est connecté grâce au TPI carré. Il a devant lui toutes les informations concernant le patient, que ce soit en provenance de Saint-Luc, d'un médecin généraliste ou d'un autre hôpital. Si le patient doit être hospitalisé, il reçoit une proposition de rendez-vous qu'il peut modifier via sa plateforme personnalisée. Sa chambre est monitorée et connectée à la plateforme TPI carré, ce qui permet d'encoder toutes ces données. Dans la chambre, tout est fait pour faciliter la vie du patient. Plateforme multimédia, carnet d'hospitalisation en ligne ou brochure explicative sur son traitement, ses examens et même son questionnaire de satisfaction. Un système d'appel intelligent lui permet d'entrer rapidement en communication avec l'infirmière. Elle connaîtra le motif de l'appel sans devoir se déplacer. Si le patient doit aller au quartier opératoire, il est pourvu d'un système de géolocalisation confidentiel. Son accompagnant peut ainsi être informé à tout moment, via une plateforme digitale, de chaque étape franchie par son proche dans le trajet de soins. Les chambres et les équipements sont plus sûrs et permettent d'éviter un maximum de dangers. Si le patient est à risque de chute et se lève, l'infirmière sera prévenue. Cette sécurisation se retrouve également dans l'administration des médicaments. Celle-ci sera garantie de bout en bout grâce à un processus automatisé et informatisé. La prise en charge du patient ne s'arrête pas à sa sortie de l'hôpital. Si besoin, il pourra programmer un suivi par une infirmière à domicile. Par la suite, cette infirmière peut entrer en contact direct avec nos médecins si nécessaire. Toutes les zones techniques de l'hôpital vont être modifiées. Il y aura de plus en plus de robots et d'outils de simulation, ainsi qu'un système de transport automatisé afin d'arriver au plus près du patient. Saint-Luc 2025 sera interconnecté.
L'ensemble des paramètres cliniques et techniques sont synthétisés dans une zone de commande centrale où l'on peut accéder en temps réel aux indicateurs clés d'activité, aux arrivées et départs des patients et à leur localisation dans le flux d'hospitalisation. Des algorithmes permettent de prévoir et de réguler le flux de patients. 2025 est à nos portes, avec la promesse pour Saint-Luc de plus de qualité, de sécurité. Ça, c'est un exemple pour un hôpital de Saint-Luc et je voudrais quelques commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, le micro. Il parle de 2025, hein, c'est pas loin. C'est là-bas, là-bas. Alors, bonsoir. Moi, c'est Kerno Patebari, étudiant en pharmacie. Bon, là, cette même méthode actuellement est en train d'être installée chez moi en Guinée, dans le nouveau centre hospitalier de Donka. Et nous, généralement, en tant que pharmaciens, on nous oriente maintenant plus dans les centres hospitaliers que dans les officines. Ce qui m'amène à poser cette question ou à faire cette remarque. Dans la sécurisation de la prise en charge des patients, au niveau des médicaments, surtout les patients qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, il va falloir mettre, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, mettre un système d'alerte chez certains patients qui ont besoin de prendre des médicaments. Parce qu'il y a certains médicaments, il faut respecter en même temps la durée de traitement et la dose à administrer. Donc, si dans ces logiciels, parce que nous, généralement, on ne fréquente plus les officines, beaucoup chez nous, mais comme il a dit, les pharmaciens d'officine ont ces logiciels. Maintenant, est-ce que ce n'est pas possible d'intégrer ces systèmes d'alerte chez certains patients, comme je l'ai dit, qui ont des maladies chroniques? Là, dès qu'il est l'heure de prendre ces médicaments, directement un système d'alerte est envoyé en même temps aux patients, mais aux médecins, aux pharmaciens aussi. OK, cette possibilité. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez que je suis auteur d'un livre? Vous le savez? C'est un livre physique. Il s'appelle Langage digital, d'accord? Quelle marque? La personne qui a trouvé la réponse. Question. Ben, regarde, tout ce qui est Répétez la question par rapport au système d'alerte. Si vous trouvez, si vous donnez la bonne réponse, je vous offre un ouvrage. Je disais, en fait, faire un lien entre le patient, le médecin et le pharmacien en ce qui concerne les patients qui ont des maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, mais aussi les antibiotiques. Parce que ça, en fait, là, actuellement, la résistance bactérienne, c'est une pandémie silencieuse. Oui, mais pour qu'ils puissent comprendre la question. Comment faire ce lien entre le patient, le médecin et le pharmacien? Avec des systèmes d'alerte, qu'est-ce que vous proposez? C'est bon déjà. Toi, tu es de la nouvelle école, tu es très connecté. Je veux les seniors. Après, je vais revenir. Les seniors, oui. Je pense que ça ramène, je me présente, je suis Madame Hawatala et je suis la directrice de la Clinton Health Access Initiative au Sénégal. Je pense qu'il pose plutôt le débat de ce dont le pays rêve depuis des années, qui est un peu le dossier patient dématérialisé. Donc, avec les solutions digitales, on a la possibilité de dématérialiser le dossier du patient pour que, avec même une carte, où qu'il aille, on a ce qui est le plus frappant et urgent sur son profil médical, qui peut être utilisé en pharmacie, etc. Et ça peut être connecté à sa carte d'identité nationale, à sa carte d'assurance, à beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés. Ça se fait dans des pays assez facilement, mais dans le nôtre, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que le niveau d'alphabétisation de la population est un facteur, un défi qu'il faudrait que l'on parvienne à relever.
et aussi l'accessibilité aux ressources pour ceux qui sont initiateurs de ces projets. Pour qu'un projet marche, je pense qu'il faut qu'il soit éprouvé. Une solution technologique doit être éprouvée. Il ne faut pas qu'on se réveille en disant « mon idée est bonne, je l'ai implémentée, ça doit marcher ». Il faut l'éprouver, montrer l'efficacité de sa solution et ensuite aller à l'échelle. Et c'est la mise à l'échelle qui demande des ressources et qui très souvent est l'étape aussi qui est assez critique pour les patients. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais même si je ne gagne pas le livre, je l'achèterai. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est une très bonne réponse. Quand il parle de, quand vous avez une solution technologique, il faut l'éprouver. Il y a différentes étapes. Déjà, vous avez un business model, un business plan. Sur le postulat, vous allez vérifier le postulat. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Valuable Product, c'est-à-dire que les fonctionnalités minimales que le patient peut utiliser, et après vous déployez en apprenant sur votre solution en collectant de la donnée. Donc, ces solutions abouties que vous voyez là, c'est le fruit de plusieurs années d'expérimentation et de défis techniques, technologiques, réglementaires, etc. Je vais vous donner un indice. C'est un outil qu'on peut trouver sur le marché, qui est disponible et qui peut permettre au système de santé, par exemple, d'envoyer une alerte, d'accord, à un patient qui a besoin de prendre un médicament, par exemple. Qu'est-ce que vous proposez? De manière concrète, SMS, c'est simple. SMS, c'est simple. Le gouvernement est proposé. Je veux pousser votre imagination jusqu'au bout. Je vous fais confiance, cette table-là. Qu'est-ce que vous pouvez essayer? On peut trouver une solution. Essayez. Je vous donne la parole. Merci. Moi, je me nomme Sanogo Yapo Adams, étudiant en année de thèse de pharmacie Côte d'Ivoire. Super. En fait, ce n'est pas que vendre les cartes sur le marché. Oui. D'abord, c'est un patient. Donc, normalement, sur cette carte, on est censé avoir ces informations médicales. Donc, ça doit se délivrer à l'hôpital, dans un centre de santé, et je dirais même pas un spécialiste, pas un généraliste, parce que le généraliste n'aura pas toutes les informations pour mettre à disposition qu'on appelle les autres agents de santé qui auront à consulter cette carte. Donc, pour moi, cette carte, en tout cas, l'initiative, elle est bonne, mais avec nos réalités, est-ce qu'on pourra? C'est une très bonne question, mais je veux quelqu'un qui soit plus efficace et plus efficient. Un objet, un gadget, un outil qui permet de rappeler à un patient qu'il a besoin de prendre un médicament à une heure alpha. C'est ta question, non? Tu te réveilles, enfin? On essaie avec lui. Oui. Bon, en fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu sa question, mais ça me fait penser à quelque chose qu'on a fait dans le domaine de l'eau, qui s'appelait M-Water. Ça, il y a une dizaine d'années. Les sons, on n'entend pas ce que les gens disaient. C'est de voir les sons, s'il vous plaît. Le réparateur de forage, celui qui s'occupe de l'entretien. Et il y avait une plateforme, et quand il y avait le forage, la communauté constatait qu'il y avait une panne, ben, il mettait l'alerte dans la plateforme, et ça envoyait une alerte à celui qui s'occupe de l'entretien. Et après, on essaie de prendre en charge la panne le plus rapidement possible. Maintenant, dans ce cas précis, je ne sais pas si le patient a déjà sa posologie. Je pense qu'il peut faire une programmation sur son téléphone avec... voilà. Oui, le téléphone, oui. Oui, allez-y. On va consulter quelque chose. On va celui-là. Allez-y. Moi, je pense que c'est la même chose parce qu'au niveau du ministère, comme le disait tout de suite Madame la directrice, il y a une plateforme qui a été mise en place pour la prévention du diabète. Où pendant le mois de Ramadan, toute la population, tous qui sont connectés, reçoivent à temps réel des messages de prévention.
par rapport à éviter, pour prendre les bonnes mesures pour éviter le diabète. Donc, j'ai pensé à ça, mais c'est le système téléphone SMS. Oui, le système téléphone SMS est bon, c'est un système qui est bon, mais je veux mieux. Je te donne enfin. Si tu trouves qu'en ligne, si tu n'as pas la bonne réponse, tu m'achètes un livre. Oui, c'est un défi. Tu as peur? J'appelle le formateur, il a peur? Allez-y. Merci bien. Je propose. Et tu as l'outil avec toi. Une montre connectée. Applaudissez. Une montre connectée ou un bracelet, voilà. Un téléphone, on peut le poser à côté. C'est utile. Ça peut régler le problème. Mais pour moi, un objet connecté comme une montre qui peut envoyer aussi de l'information, parce que la montre connectée peut envoyer un certain nombre d'infos, mais qui peut aussi permettre de recueillir des alertes. Et ce n'est pas que la montre connectée. Vous avez pu me proposer des téléphones d'outils qui sont capables de faire la même chose. Je voulais juste voir à quel point on est capable de réfléchir sur ce genre de problématique. Merci, monsieur le formateur. En réalité, j'ai un background VIH. Oui. Et on a des difficultés pour un peu, en tout cas, avoir une bonne traçabilité des personnes vivant avec le VIH. Quand on fait le point, il y a souvent des doublons, soit ils sont suivis ils sont nés à Dakar, ils sont suivis à Saint-Louis. Et on est en train de réfléchir au sein de la division de lutte contre le sida, comment un peu utiliser l'empreinte digitale. Je pense que je l'avais dit à l'époque, parce qu'on avait tellement de pertes de vue, et je disais qu'il fallait mettre des puces électroniques aux personnes avec le VIH. Bon, on en rigolait un peu, mais je pense qu'en date, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et peut-être une autre initiative que le Sénégal est en train de mettre, c'est les bracelets électroniques avec, en tout cas, les personnes privées de liberté. C'est une initiative, l'empreinte digitale. Ça va régler aussi bien, et le ministère aussi est en train de réfléchir sur le dossier patient, oui. Comment en temps réel, à l'image de ce qui se fait en Europe ou bien aux États-Unis, qu'on puisse vraiment avoir la carte électronique du patient partout où on est. Merci. Super, super. Parce que c'est la même idée que Dr Tala avait dit par rapport au dossier patient, mais l'avantage de la montre connectée, c'est que la montre connectée peut aussi renvoyer de l'information. Parce que quand vous utilisez la montre connectée d'Apple, par exemple, elle permet d'avoir la température, la tension, un certain nombre de choses, mais avec la recherche, peut-être d'ici quelques années, beaucoup de diagnostics pourront se faire et être envoyés directement au médecin qui suit ou au spécialiste qui suit le patient et que le diagnostic puisse revenir directement. En tout cas, c'est des pistes de réflexion à mener, à optimiser, à essayer, à tester par rapport à vos différents environnements. Il y a quelqu'un qui voulait parler? C'est vous, oui. Mes réticences par rapport à ce projet, ce serait surtout sur le plan sécuritaire. Oui. Parce que je me dis que nous sommes dans un contexte, nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de cyberattaques qui se font. Et je me dis qu'avec les hôpitaux qui sont aussi sensibles, est-ce que nous avons un système qui est vraiment fiable pour nous protéger de ces attaques, de cette cybercriminalité-là? Parce que si on fait une attaque dans un système à la banque, par exemple, on perd de l'argent, mais à l'hôpital, si nous essayons de digitaliser tous les soins que nous faisons, s'il y a une attaque, il y a mort d'homme, en fait. Et ça, c'est vraiment néfaste. Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Par contre, est-ce que les défis de sécurité doivent nous arrêter par rapport à l'innovation?
Bon, il y avait des remarques et j'aimerais bien répondre à des questions. Oui. Alors, concernant les attaques de sécurité, en fait, problème de sécurité, alors vous avez parlé tout à l'heure de blockchain. Alors, ne pas centraliser les choses. Alors, normalement, si on utilise le blockchain dans le système d'information, normalement, on n'aura pas des attaques du tout. Alors, c'est très récent, c'est une solution très efficace. Alors, une autre chose, le monsieur, il a parlé de la relation entre patients, médecins et les pharmaciens. Alors, je ferai juste un exemple sur un projet dans lequel on travaille actuellement. C'était dans le service d'oncologie. Alors, autant que je suis informaticien, développeur, ainsi de suite. Alors, on a développé une application, c'est de ce qu'on appelle de gamification. Je ne sais pas le mot en français, c'est le Ludif. Alors, Ludit, d'accord. Alors, elle est destinée pour les femmes qui ont un cancer de sein, dans la phase, bien sûr, dans les premières phases. Alors, et surtout pour les femmes qui sont analphabètes, ils ne savent ni lire ni écrire. Alors, on a fait une application qui fait les suivis entre intercures. Alors, il rapporte les toxicités, ainsi de suite, selon les cures. Alors, comme vous le savez, il y a deux genres de médicaments. Alors, il y a des médicaments bleus, je crois, et des médicaments rouges et blancs. Alors, ici, j'ai parlé de la relation entre médecin et patient. Ça veut dire que les médecins, ils suivent ces patients de manière distancielle. Alors, comme ça, on réduit le temps, le coût et le déplacement et surtout le problème de rendez-vous, ainsi de suite. Alors, notre relation aussi avec les pharmaciens, pardon. Alors, nous, on essaye de vraiment avoir assez d'informations concernant le rapport de ces patients. Alors, on essaie de transmettre des informations et surtout les toxicités selon les médicaments utilisés pour entrer dans ce qu'on appelle le pharmacovigilance. Alors, on essaie de prévenir voilà, le risque des effets secondaires. Voilà. Et comme ça, une application vraiment qui fait la liaison entre patients et médecins et aussi les pharmaciens afin de réduire le risque des effets secondaires pour les médicaments, pour les gens qui ont des problèmes de santé, le cancer de sein plutôt. Ouais, très belle intervention. Moi, ce que je retiens, c'est que les défis de sécurité ne doivent pas arrêter nos ambitions d'innovation au service du patient et de l'optimisation des services de santé. La deuxième chose, c'est que des modèles comme la gamification, c'est ce qu'on appelle le jeu sérieux. On s'amuse tout en étant dans un jeu sérieux qui permet à la personne de comprendre un parcours ou de faire ce qu'on veut que la personne puisse faire à travers le jeu. Donc, ce qu'on appelle les serious games, c'est des techniques que vous pouvez utiliser pour sensibiliser, pour informer. Et dans tout ça, on va y revenir. La question, c'est la collecte de données, parce qu'on a besoin de beaucoup de données pour comprendre sur certains phénomènes, certaines pratiques, etc. Donc, on va revenir sur tout ça. C'est des choses intéressantes. Vous avez sorti plusieurs pistes, mais on va continuer sur la présentation. Donc, comme les enjeux de la santé 4.0, oui. Par rapport à la vidéo, oui. Blanche dit que vous avez dit que lorsque les patients seront hospitalisés, ils auront des médias qui leur permettront d'en savoir plus sur leur maladie. Elle dit, j'aimerais savoir, en cas de questions spécifiques concernant sa maladie, le patient devra-t-il le faire en ligne ou bien il pourra le demander directement au médecin, parce que pour elle, elle pense qu'il y a certains sujets où l'aide du médecin sera plus claire que la technologie. On a cette question tout à l'heure, parce que j'ai annoncé la question des parcours clients, des parcours patients. Quand on dit parcours, c'est parce qu'on a le choix. Je peux passer par ici, je peux passer par là, je peux passer par là. Si je pense que ma question elle est sensible et que je dois la poser au médecin et non sur un forum, c'est à moi de choisir ce parcours, mais c'est à l'éditeur de nous proposer ces différents parcours. On va revenir sur ça dans la gestion de l'expérience patient.
Donc, transformation, comme les enjeux de la e-santé, il y en a beaucoup. Hein? On peut parler de prévision, de diagnostic, de traitement d'un certain nombre de maladies. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies apportent une approche qui est tout à fait nouvelle, une approche personnalisée, parce que les maladies sont vécues peut-être différemment et les patients sont différents, avec des différents âges, etc. Donc, les médecins et les services médicaux, et les services informatiques, les patients, mais surtout les médecins dans la prise de décision. Les outils de la décision sur le plan informatique sont aujourd'hui des outils qui peuvent être enrichis par les médecins, suivant les pratiques. C'est comme dans la jurisprudence en termes de droit. Des jugements qui ont été faits, des décisions qui ont été données par des juristes ou des juges peuvent être utilisées comme des bases de connaissances pour d'autres juges par rapport à de nouvelles affaires. Donc, la technologie permet d'avoir ça, surtout d'aider en termes de prise de décision. Ces nouvelles pratiques-là nous permettent aujourd'hui, désormais, de pouvoir doter aux entreprises qui sont dans le secteur de la santé ou les institutions d'avoir aujourd'hui ou d'aller vers une stratégie digitale. Ne pensez pas que les stratégies digitales sont pour les entreprises. Ne pensez pas que c'est pour des gens qui vendent. Aujourd'hui, quand vous voulez utiliser l'informatique, quand vous voulez utiliser les nouvelles technologies, il faut vous doter d'une stratégie digitale. C'est comme quand vous voulez mettre en place un système d'information, il faut trouver un informaticien. Maintenant, on peut avoir un service qui est géré par un médecin, mais l'idéal, c'est d'avoir une stratégie digitale et de pouvoir identifier l'ensemble des acteurs qui sont au niveau de la chaîne de valeur et de pouvoir aussi recenser l'ensemble des besoins et de voir les transformations à apporter ou à accompagner pour arriver à un résultat beaucoup plus optimal. Pour ces défis-là, la digitalisation représente une solution privilégiée pour répondre à ces différentes problématiques-là qu'on a soulevées dans le secteur de la santé, mais le digital permet aussi d'accéder plus facilement aux services de soins en termes, par exemple, d'équité territoriale, tu vois, avec les portails dématérialisés, de permettre aux professionnels de santé d'avoir plus d'informations, de partager avec des pairs qui sont partout dans le monde, mais de manière plus globale, de pouvoir disposer de modèles par rapport à un certain nombre de cas spécifiques. Par exemple, sur la COVID-19, comment sur telle partie on a agi, quelles sont les méthodologies et les thérapies qui ont été utilisées dans telle zone, etc. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Et tout ça, les stratégies digitales, avec tout ce qu'il faut, peut permettre d'y arriver et d'avoir un travail beaucoup plus optimal. Donc, d'une manière générale, cela permet d'apporter un lien, un hub entre le patient et le professionnel de santé, d'améliorer la prise en charge de manière plus rapide, de manière efficace, de fluidité le parcours patient d'une manière globale et de pouvoir interconnecter différents services qui faisaient des choses différentes afin de pouvoir proposer aux patients toujours une expérience plus agréable et une expérience qui soit meilleure. On va aussi saisir l'importance de la donnée. On a tout à l'heure parlé de la donnée qui doit enrichir ces plateformes-là, ces données-là que les patients laissent, ces données-là que les médecins laissent. Comment utiliser ces données-là pour pouvoir avoir une médecine qui utilise le numérique à bon escient. Donc, dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle l'utilisation aussi du big data, qui sont les données volumineuses, massives, qui correspondent à l'ensemble des données, j'ai dit dans l'écosystème, qui sont disponibles sur la santé,
les dossiers patients, sur le nombre d'hôpitaux, sur le nombre de services spécialisés, de diagnostics, d'études dans le sens large et qui doivent être analysées, collectées et analysées. Donc, l'exploitation de ces données-là, en respectant la réglementation, parce que l'utilisation des données patients, c'est des données qui sont assez sensibles sur le plan médical, peuvent faire l'objet de hacking, ils peuvent faire l'objet de détournement, des commerciaux peuvent le prendre et les vendre à des structures pharmaceutiques, etc. Donc, son utilisation dans le domaine de la santé doit être une utilisation qui soit encadrée. Donc, on parlera d'acquisition d'une meilleure connaissance du système de santé, d'acquisition d'une meilleure connaissance du patient, identification des facteurs de risque pour chaque maladie et que ces infos soient partagées par le plus grand nombre de médecins, d'aide au diagnostic, au choix de suivi de l'efficacité des traitements en pharmacie, dans le domaine des épidémies, comme on l'a fait lors de la COVID-19. Et désormais, ce pilotage-là, surtout économique, parce que, quoi qu'on puisse dire, la santé demande des moyens, il demande une gouvernance, il demande un management de ces établissements de santé-là, puissent permettre des décisions, vraiment des décisions optimisées au niveau surtout de la santé publique et en se basant sur l'exploitation des données massives. Donc, la collecte et l'exploitation des données, nous tous, nous savons que c'est des défis énormes aujourd'hui qui se posent et qui peuvent aussi se poser demain sur le plan éthique. Par exemple, certaines manipulations au niveau de ce qu'on appelle les neurosciences, etc., peuvent faire l'objet de critiques ou de commandes par rapport à des personnes qui sont un peu réticentes. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de technologies, mais en termes de tendance, il y a autre chose qui nous attend. On parle beaucoup de TIC, technologie de l'information et de la communication, ou NTIC, certains le disent, nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, on va vers le NBIC. On n'est plus dans le NTIC, mais on est plus dans les NBIC. Ça vous dit quelque chose, les NBIC? On parlait de NTIC ou de TIC, mais aujourd'hui, on va parler de NBIC en termes de tendance. Qu'est-ce que ça vous dit, NBIC? N-B-I-C. Les médecins sont concernés, très concernés. Les spécialistes de l'éthique, oui. Tu as déjà un livre, hein? Tu vas en gagner un deuxième. Allez-y, oui. NBIC. Aussi du cloud. Je vais vous aider. Le N, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est nanotechnologie. Les nanotechnologies, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire des interventions chirurgicales très fines avec des outils nanotechnologie. Il faudra réglementer ça. Biotechnologie. Technologie de l'information, le T. TI. On a parlé de IA, de neurosciences, d'objets connectés, plutôt IA, de big data, de cloud computing, etc. Objets connectés. Et c'est les sciences cognitives, le dernier essai. Nanotechnologie, biotechnologie, les technologies de l'information et les sciences cognitives. Neurosciences, on va essayer de comprendre les phénomènes, analyser, etc., etc. Donc, le plus grand défi qui nous attend, c'est autour de ces quatre ensembles-là. Et il faudra y réfléchir pour voir comment ces quatre ensembles-là, cette tendance de NBIC, va impacter le domaine de la médecine, va impacter le domaine des sciences médicales de la pharmacie. Donc, comment traiter le client patient 4.0? Il a son téléphone,
Très souvent, il fait de l'automédication. Il a mal quelque part, il va sur Internet. Il fait mot de ventre, médicament. Il dit tel médicament, effet secondaire. Il va sur des forums où il n'y a pas de médecin. Parce que les gens se partagent de l'information. Il attaque des portails, interagit avec des médecins, achète des médicaments dans des officines en ligne, se fait livrer, commente des décisions, partage de mauvaises expériences de médecins en ternissant leur image. Parce que ça n'a pas marché avec tel médecin, on les va. Il a des parcours difficiles. Il pense que tous les parcours sont difficiles. Comment gérer ce patient-là, qui est exigeant, qui paye son argent, qui pense qu'il a droit à des soins, à une attention? Il est au cœur de tout. Et il est au cœur de tout. Quand on parle de la santé, le patient est au cœur des préoccupations. Il y a le patient médecin, qui est un patient interne, qu'il faut épanouir, à qui il faut donner un certain nombre de choses pour qu'il puisse aimer ce qu'il fait. Gestion de l'expérience collaborateur, médecin, pharmacien, spécialiste. Ça, c'est au niveau du management des hôpitaux. Ça, vos dirigeants doivent l'entendre. Directeur de cabinet, ministre, directeur d'hôpitaux, etc. Les médecins qui travaillent dans vos hôpitaux sont vos premiers clients. Ces médecins-là sont au niveau des points de contact et sont en face de patients. Oui, vous vouliez parler? Quand un hôpital est performant, ce n'est pas juste parce que le patient final qui bénéficie des soins est content. Le premier, c'est le patient interne, le client interne, qu'il faut motiver, à qui il faut donner l'envie de se lever le matin pour aller travailler. Cette personne-là dont le beeper déclenche et qui se lève, qui laisse sa famille pour aller à l'hôpital. Parce que il est motivé. Quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas juste la technologie. C'est aussi un mindset qui est différent. Une nouvelle façon de faire. C'est du change management. D'abord, plus des outils qui permettent d'optimiser. Je pense qu'on est à l'avant-dernier slide. Hein? Nouveau système de santé s'inspire du marketing pour fidéliser. Il l'a dit tout à l'heure, par rapport à la collecte aux donneurs de sang. Fidéliser les patients, fidéliser les médecins. Faciliter la prise en charge, voire prévenir les maladies en donnant une information, en éduquant. C'est le principe du parcours patient. En gros, personnaliser l'expérience patient pour que le patient puisse sentir et avoir l'impression que c'est une expérience unique et agréable. Et deuxièmement, comprendre les parcours patients et les difficultés qu'il y a dans ces parcours patients. Est-ce que c'est l'assistante qui donne des rendez-vous qui pose problème? Est-ce que c'est au niveau du modèle de paiement où on a des problèmes? Il faut avoir de l'imagination.
par un client, un patient, il est malade, il est au niveau des services de santé, il ne peut pas se prendre en charge, mais il a un parent qui peut le prendre en charge. Comment réfléchir sur ça? Je pense que l'agence des trucs de maladie universelle là, est en train de réfléchir sur ça pour permettre à d'autres de payer des soins pour les gens qui sont ici. Donc, le patient, qu'il soit médecin ou utilisateur final des services de santé, doit être au cœur des problématiques au début de la réflexion. Ce patient-là, je l'appelle client, qu'il soit médecin, pharmacien ou travailleur des hôpitaux, il doit aussi se sentir dans le système, être motivé, une personne dont on gère l'expérience collaborateur. Ça, c'est du... Donc, trouvez des spécialistes en marketing dans vos services de santé. Trouvez des spécialistes en gestion des ressources humaines, trouvez les compétences qu'il faut pour vous aider à faire ce que vous voulez réaliser. Maintenant, je vais vous donner un cas pour chaque table, à l'image de l'application pour les dons de sang, que chaque table réfléchisse sur une solution digitale utile par rapport à un besoin. C'est l'exercice. Il nous reste combien de minutes? Donc, on a 12 minutes pour réfléchir sur une solution, réfléchir à proposer par rapport à un besoin spécifique en se basant sur les outils de la technologie. C'est bon?
Bon, on peut corriger? On peut corriger? On va corriger. On va voir les idées. C'est bon? On va voir les idées par table. Quelqu'un pour présenter votre idée? Quelqu'un? Le micro? Oui. Quelqu'un pour présenter l'idée pour chaque table? On suit? On suit là-bas? Oui. Levez-vous. Imposez-vous. Vous avez un projet? Imposez-vous. Bonsoir, je suis Marie-Ange Samout. Donc, comme solution digitale, déjà, nous avons proposé une plateforme en langue locale qui sera faite sous forme de vidéo explicative en langue locale concernant la prise des médicaments ainsi que le rappel pour les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques. Et voilà. Et en plus de ça, en plus de cette plateforme, sur cette plateforme, on va joindre une partie appel. C'est-à-dire que pour les personnes qui voudraient correspondre avec soit le médecin, le pharmacien, ils pourront voilà, joindre cette personne-là via l'application. Comment elle s'appelle, la solution? Encore trouver de nom. Il faut un nom. Bien sûr. Comment elle s'appelle? Medical Pro. Medical Pro. Oui. Une question. Les projets, c'est bon, mais il faut les financer. Et comment vous pensez gagner de l'argent? Juste une idée. Comment vous pensez gagner de l'argent? Parce qu'il faut que ça vive aussi. Il faut que la plateforme puisse tourner. Est-ce que vous avez quelques idées? Brièvement. Comment vous allez gagner de l'argent avec cette solution? Brièvement. Il y a un abonnement. Via un abonnement, c'est une très bonne chose. Donc, on les applaudit. Passez le micro à quelqu'un d'autre, de votre choix. De votre choix. Non, à une personne de votre choix parmi les tables. Voilà. Donc, suivez sa présentation. Oui, allez-y, madame. Pour le groupe que j'appelle le groupe des champions, avec juste une femme pour les pousser. Oui. Nous avons, ce qui est constant au Sénégal, si vous êtes là, c'est que quand il y a eu un accident, une femme enceinte qui doit accoucher en urgence, pour tout ce qui est urgence, le gros problème souvent, c'est de trouver de la disponibilité dans un hôpital qui puisse prendre le malade en charge rapidement. Beaucoup de solutions ont été testées, notamment la régulation téléphonique, que le SAMU national fait beaucoup. Et ce n'est pas encore au niveau d'efficience qui pourrait aider les populations, en tout cas, à avoir ce besoin satisfait. Donc, nous avons pensé créer la solution qu'on va appeler Sama Place ou Amna Place, qui veut dire que j'ai une place et qui pourrait interconnecter les services d'urgence, de transport d'urgence avec les structures hospitalières pour qu'en temps réel, ils aient la disponibilité et aux services d'urgence physique et dans les hôpitaux en termes de lits d'hôpital. On n'a pas discuté de la question financière, mais bon, je laisse les autres discuter de la question financière. Peut-être quelques idées sur comment vous allez gagner de l'argent avec ces solutions, parce que l'argent permet à la solution de continuer. Oui, une ou deux idées ici? Bon, par rapport au système pour rendre bancable ce projet, ce dont on pourrait faire sur le système de déplacement, par exemple, du patient, essayer de demander une rémunération par rapport à ça pour déplacer le patient de sa maison
vers l'hôpital s'il n'y a pas possibilité, par exemple, s'il n'a pas la possibilité de se déplacer. En plus de cela, demander pour le référencement, demander à certains hôpitaux ou bien à certaines structures sanitaires de venir s'abonner au niveau de notre plateforme pour plus aussi de visibilité, ou bien les espaces sanitaires privés de venir s'inscrire au niveau de notre plateforme. Super, super. Il faut les applaudir. Passez le micro à quelqu'un dans la salle, dans une autre table. Allez-y. Non, à quelqu'un, désignez quelqu'un, désignez quelqu'un. Allez-y, allez-y. Alors nous, on a pensé à une sorte d'algorithme pour la détection pour pouvoir trouver par rapport aux facteurs de risque de tout un chacun à quel pourcentage il pourrait développer un cancer. Je sais pas comment. Et le nom, ce serait TUM Suspect. Donc, c'est-à-dire, les mathématiciens et autres pourraient, par rapport aux facteurs de risque, essayer de trouver une sorte de pourcentage, c'est-à-dire que tu as 50% de développer un cancer du sang. Et par rapport à ça, de prendre rendez-vous ou pas chez un spécialiste pour pouvoir faire plus de bilan. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut descendre un peu. C'est trop... Bon, je pense que c'est comme ça, non? Algorithme, je ne sais pas si c'est... Oui, mais de manière plus... Là, franchement, le faudant terre à terre, c'est vraiment par rapport aux facteurs de risque de... Quand vous me dites algorithme, vous parlez sur le plan technique. Tu parles au technicien, mais quand tu parles au patient, qu'est-ce que tu lui dis? Ce serait plus... on peut dire une application. Oui, un service. Voilà, une sorte d'application qui permettrait peut-être même de cocher par rapport à j'ai peut-être tel parent qui a développé un cancer. Et à la base de ça, il y aura une sorte de score, peut-être, pour ensuite c'est un peu dans ce sens. Bon, c'est vrai qu'on on a rapidement. Voilà. C'est juste, elle veut parler des facteurs de prédiction, en fait, de la survenue du cancer du sein en fonction de l'algorithme. Tout à fait, tout à fait. Et comment vous pouvez financer ça? Moi, je proposerais, en fait, en même temps, dès que la patiente accède à l'appli directement, le mode de paiement sera là-bas. Le mode d'abonnement, tout, elle paye d'abord avant d'accéder à l'appli. Est-ce que je vais payer pour savoir que je suis capable d'avoir le cancer? Oui. En fait, voilà. En fait, c'est pas quand on dit que il y a tel ou tel, en fait, c'est limité comme elle l'a dit. C'est pas tout à fait comme ça. Ouais. C'est limité. Ouais. Super, passez le micro à quelqu'un d'autre. Je peux intervenir. Je pense qu'en qualité de dev, ça peut être une application, un jeu vidéo, un jeu du moins, où vous allez le mettre sur Apple Store ou Play Store. Les personnes vont aller là-bas librement et à force de télécharger l'application, vous gagnez de l'argent. C'est un serious game que vous créez. C'est un jeu sérieux qui vous permet de prédire ça. Allez-y, allez-y. Super, c'était bien. Donnez ça à quelqu'un. Allez loin, il ne faut pas être tout près. Allez loin. Je vois les docteurs là-bas. Rebonjour. Oui. Normalement, notre équipe est là. Elle a soulevé beaucoup de problèmes. Alors, on a essayé de résoudre une par une. Super. Alors, la première, c'était l'idée de notre collègue, c'est la résistance des antibiotiques. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé d'avoir une historique de la patiente. Ça veut dire ce qu'il a pris comme médicament. Alors, pour ce faire, on a pensé d'avoir une prescription des ordonnances digitales. Ça veut dire une carte à puce qui contient toutes les ordonnances qui sont prises par le client, le patient. Et comme ça, on peut faire
AI ou des algorithmes pour avoir l'historique et pour dire, voilà, il a des résistances contre ce médicament. Alors ça, c'est le premier. Alors deuxième, c'est pour les maladies d'Alzheimer. Alors l'Alzheimer, ils ont tendance d'oublier où ils sont. Alors c'est pour ça qu'on a pensé à d'avoir une application qui contient un GPS, alors pour la traçabilité. Alors même avec un système pour détecter sa peur, avec le rythme cardiaque et tout. Alors si par exemple le rythme cardiaque il est vraiment élevé, il va transmettre le message à les gens qui le supportent. Le monitor. Voilà. Alors la troisième, c'est un outil à domicile, vraiment, il est disponible pour tout le monde, qui contient des objets connectés, c'est de l'IoT, et aussi des algorithmes à l'intérieur. Alors, bien sûr, c'est l'IoT, par exemple, une montre électronique qui collecte de l'information, par exemple, de la fièvre, de tension, de rythme cardiaque, du diabète, ainsi de suite. Alors après, on utilise de l'IA pour le traitement et pour l'autodiagnostic pour avoir à la fin une décision, soit de l'orienter à l'hôpital directement, soit de juste de surmonter le moral avec des conseils, ainsi de suite, soit de donner des ordonnances. Alors, la quatrième problématique, je vais donner la parole à notre collègue pour l'expliquer. Oui. Oui, allez-y, complétez. Merci. Bon, nous ne sommes pas arrivés au terme de notre réflexion, mais ça parlait de la prise en charge des personnes âgées à domicile sans que celles-ci n'aillent dans les maisons de retraite. Donc, pour limiter un peu la charge de travail du personnel de santé et pour permettre à ce que les familles de ces gens-là continuent de les avoir H24 comme dans leur quotidien passé, en fait. Mais on a pensé à créer, bon, je vais un peu exagérer, des robots qui pourraient favoriser, aider ces personnes âgées à faire tout le petit nécessaire, genre qu'ils évitent les déplacements. S'il veut ça, le robot s'en charge. C'est un peu ça. Nous ne sommes pas arrivés au terme de cette réflexion, mais c'était un peu ça. Assez audacieux. J'aime bien. Passez le micro à quelqu'un aussi. Comment? Oui, on fait le tour d'abord, après vous intervenez. On fait le tour parce qu'on a dépassé le temps. Donnez le micro. À la fin, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde, moi je suis Agosso Judith. Oui. Alors notre groupe a pensé à une idée donc relative aux maladies chroniques. Donc notre solution s'appellera Chronic Health pour dire qu'on va essayer d'assurer une santé aux personnes souffrant de maladies chroniques. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de bracelets connectés qui seraient capables de prendre les constances biologiques et cliniques, en tout cas dans certaines constances biologiques et cliniques de ces patients-là souffrant de maladies chroniques, afin de les transmettre en temps réel aux praticiens qui les suivent, que ce soit le médecin, cardiologue, diabétologue ou même le pharmacien qui les suit. Et à partir de cette transmission d'informations, ça va faciliter la prise en charge du patient. Ça va aussi permettre de prendre en charge rapidement des cas d'urgence. Parce qu'un patient, par exemple diabétique, qui a un pic de glucose, la solution détectera cela très vite et transmettra très vite pour qu'on prenne en charge ce patient en urgence. Et c'est encore plus intéressant pour les patients qui vivent en zone reculée et qui ne peuvent pas régulièrement aller dans les centres de santé. Pour la partie financière, il serait intéressant que les praticiens achètent cette application auprès de nous et la mettent à disposition de tous leurs patients. Donc, comme ça, on pourrait rentabiliser. Voilà. OK, super, super. Encore, oui, donc, merci, merci. Malheureusement, le temps nous bouscule. Vous avez déjà... Où est votre équipe?
Ah, ok, allez-y. Donc, merci beaucoup. Je vais aller vite. Moi, c'est Alpha Mohamed Diop. Je suis développeur web mobile. Donc, bon, pratiquement, les différentes solutions que j'ai entendues ici, ça aille dans le sens du traitement des maladies. Moi, bon, en tant qu'acteur communautaire, je vais aller du côté de la prévention. Donc, on dit que mieux vaut prévenir que de guérir. Donc, j'ai réfléchi sur le sujet que j'ai soutenu lors de ma conférence de mémoire, qui est la gestion de la vaccination nationale, la digitalisation des carnets de vaccination. Donc là, jusqu'à présent, au Sénégal, on voit les femmes utiliser les carnets de vaccination, les livres pour pouvoir vacciner les enfants. Donc, ici, c'est la digitalisation de la carnet de vaccination. Okay. Donc, ça lie l'enfant, les parents, la structure de santé. Comment financer rapidement? Comment financer ça? Donc, comment tu gagnes de l'argent pour continuer l'activité? Donc, bon, ce carnet de vaccination va à un prix. Donc, c'est la digitalisation du carnet de vaccination. Donc, le père, il peut même vérifier si son enfant a pris ses vaccins, il est à quelle étape de la vaccination. Qui doit payer bon, pour que l'application continue à fonctionner? Les utilisateurs. Oui, c'est juste la réponse que je voulais. Oui, merci. Merci. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, on n'a pas le temps qui nous était imparti nous bouscule. Donc, je vous pousse à mener ce genre de réflexion quand vous êtes professionnel de la santé. Ne vous arrêtez pas au système et aux moyens et instruments qui ont été mis à votre disposition. Pensez toujours à améliorer votre outil de travail et à changer la façon dont vous réglez les problèmes en gagnant du temps, en gagnant de l'énergie, en provoquant beaucoup plus d'efficacité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux leaders. Le leader, c'est celui qui impacte positivement dans votre environnement. Donc, soyez des leaders dans le domaine de la santé. Pour les professionnels, je les encourage à continuer ce qu'ils font. Les informaticiens à donner des solutions beaucoup plus optimisées. Aux étudiants, je leur souhaite une bonne carrière. Et merci beaucoup pour votre attention. Et j'aimerais applaudir tout le monde pour cette question. Donc, merci. Donc, merci à l'équipe technique et à ma collaboratrice, Mme Davo, pour la bienveillance. Et merci pour les gens qui nous suivent en ligne. Un petit coucou pour les gens qui nous suivent en ligne et à très bientôt. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du Forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.